à toutes et à toutes dans l'épopée des infâmes, le podcast où on s'assoit le temps d'une heure ou deux avec celles ou ceux que l'histoire ou l'actualité ont rangé du mauvais côté, que nous on range du mauvais côté. Pour des raisons très simples qu'en général ce sont des gros cons ou des grosses connasses. On est là pour discuter, pas pour excuser, pas pour mettre en avant. On est là pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui les a amenés à ce qu'ils sont devenus. Parce qu'un infâme, c'est presque jamais tombé du ciel, sauf apparemment si jamais ils sont dans les listes d'Epstein. Dans ce cas-là, personne n'est surpris. Parce que là, personne n'est surpris. Mais à partir du moment où tu as un vieux monsieur blanc, Ben, les genre, chances à sont pas de Hollywood, ton ouais, côté. non, exactement. Tu sais, c'est fou à quel point les États-Unis, ok, Non, tu peux arrêter ta phrase. C'est fou à quel point les États-Unis, full stop. tu sais, je comprends. Comment il s'appelle déjà, ce réalisateur français qui a malheureusement violé une jeune fille. Toute sa famille a été tuée par la famille, par les Manson. C'était Roman Polanski. Donc c'est fou à quel point les États-Unis, ils veulent absolument avoir Roman Polanski parce qu'il a violé une jeune fille. Pour vrai, je comprends tout à fait de vouloir juger quelqu'un qui a eu ce comportement. Maintenant, il faudrait peut-être s'occuper du reste aussi. Ouais, non, exact. Juger, mais juger égal. Lui, c'est bon, il a un nom d'Europe de l'Est et puis du coup, on va le choper. Donc avec moi aujourd'hui, Yvan, qui est un ami à moi qui est... Parlant d'Europe de l'Est. Parlant d'Europe de l'Est, mais lui, jusqu'à preuve du contraire, les jeunes filles, c'est pas son délire. Ça l'a jamais été. Donc, aujourd'hui, on va parler de Brett Ratner. C'est un hors-série. Aujourd'hui, on regarde de la propagande. Avec Yvan, on va faire des hors-séries comme ça pour Melania et également pour Citizen Vigilante ou whatever ce que c'est. Parce qu'on est un peu con, j'en sais rien. Non, parce que ça prend un expert de propagande pour parler de propagande. C'est vrai que nous, la propagande, on connaît ça. Bref, Ratner, il est né le 28 mars 1969 à Miami Beach. 69, nice. Mes condoléances. Et oui, dans une famille juive cubaine relativement bien nantie. Il a grandi pas loin d'un restaurant qui s'appelle The Forge. Et il y avait vraiment beaucoup de gens très très connus là-bas qui se rassemblaient. Donc, il a été quelqu'un bien entouré dès sa jeunesse, bien entouré de gens avec de l'argent, bien entouré par des gens qui faisaient de l'entertainment. D'ailleurs, on l'a vu sur le tournage de Scarface, il faisait de la figuration. On l'aperçoit brièvement quand Pacino est au bord de la piscine de Fontainebleau. Donc, il saute 2 années scolaires, obtient le diplôme à 16 ans. Je ne sais pas pourquoi il saute ces années scolaires-là. J'imagine que c'est achetable à Miami de sauter ces années. Et il est initialement refusé à la Teach School of Art de New U pour cause de notes insuffisantes. Ce qui fait pas de sens avec le fait qu'il a sauté des classes. Ça fait du sens avec le fait que c'est achetable. Mais il convainc le doyen en projetant personnellement un de ses courts-métrages parce qu'il sait faire les choses comme n'importe quel héros qui est refusé. Fait au final, il est accepté. Au final, il est accepté. Le récit du garçon qui force les portes par pur talent deviendra sa légende personnelle, ressassée jusqu'à l'usure. Steven Spielberg, sans le connaître, lui enverra $5,000 après avoir reçu une lettre de sollicitation. Ratner comprendra très jeune qu'à Hollywood, le culot rapporte plus que la subtilité. La subtilité. Je suis pas capable de dire le mot, ça prouve que je l'utilise pas assez dans ma vie. Ouais. La subtilité. Donc, Ratner, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a fait des vidéoclips pour Public Enemy, Wu-Tang, Mariah Carey, Madonna, Jay-Z, et surtout la franchise Rush Hour qui rapporte 850 millions à New Line, donc la société de production qui le hisse dans la strate A de Hollywood. Rush Hour que je ne vous conseille pas de revoir aujourd'hui. Non, c'est ça, c'est le genre de film qu'on est mieux de regarder à travers les lunettes de nostalgie parce que... Bah, j'ai vu le premier, j'ai fait ok, voilà, ok. Le deuxième, même avec la nostalgie, il passe pas, c'est quand même assez terrible. Hein. Bref, dans tous les cas, ils suivent The Family Man, Red Dragon, X-Men de Last Stand, Tower Ace, Hercules. Ratner devient l'archétype du réalisateur commercialement redoutable et critiquement méprisé. Celui dont on dit qu'il fait tourner la machine. Donc, on est sur quelqu'un qui fait du blockbuster jetable, qui est un yes man, comme on les appelle à ce moment-là. Ne serait-ce que par exemple pour X-Men de Last Stand, j'aime beaucoup les X-Men, je l'ai vu, j'avais le DVD. Il est passé après 2 autres réalisateurs. Donc, ils ont juste mis un mec aux commandes parce que les 2 autres réalisateurs étaient partis. Mais case in point, quand on a parlé de X-Men de Last Stand, je pensais à un autre film complètement fake. C'est juste pour dire à quel point il est mémorable. C'est vrai, hein? Franchement, les X-Men, ça se mélange un peu. Moi, je me souviens d'un seul X-Men et puis je sais même pas si c'est celui-là. Il cofonde Rat Pack Entertainment, décroche un partenariat avec Warner Bros. Pour confidencer 75 films, donc c'est te dire à quel point ce mec-là, il te chie ça, mais je l'appelle
donc la qualité n'est pas la meilleure, dont The Revenant, War Dogs. Sa maison de Beverly Hills, Hill Haven Lodge, devient un lieu de fête légendaire. En janvier 2017, il reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et il faut noter la date, 10 mois plus tard, et tout s'effondre. D'un autre côté, je suis en train de réaliser, à partir du moment où tu as une maison à Beverly Hills, connue pour ses fêtes légendaires, c'est mort. Ouais, t'as des squelettes dans ton placard. Plein de lotions pour bébé, tu sais. Ouais, exact. C'était quoi déjà qu'il avait partout là? C'est ça, hein, de l'huile à bébé. De l'huile pour bébé. De l'huile pour bébé. De l'huile à bébé. Et bizarre. C'était déjà bizarre de base. Mais ouais, non, mais tu sais, Beverly Hills, c'est une micro-société. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est un micro-quartier de riches. Donc ils sont tous enfermés à l'intérieur Ouais, et puis exact. on n'en parle plus, quoi. Novembre 2017, Tintin. Il est poursuivi par 6 femmes, dont Natasha Enstriden, bref, et Olivia Munn, qui accusent Ratner de harcèlement, d'agression et de conduite sexuelle inappropriée. Henry décrit une fellation forcée dans son appartement new-yorkais alors qu'elle avait 19 ans. Et bidon, on est tous étonnés. Warner Bros. Rompt un accord de cofinancement de 450 millions. Tu te rappelles quand ça faisait quelque chose d'avoir ce genre d'accusation? Ouais, exact. Et puis Ratner nie tout et ne sera jamais inculpé et disparaîtra de la circulation. En 2020, l'actrice britannique Charlotte Kirk accuse dans une déclaration sous serment de l'avoir contrainte à des rapports sexuels commerciaux. Accusations qui sont, là encore, niées. Bien entendu, il n'a rien fait. Mais non, mais c'est sûr. Ah oui, mais oui. Ce sont elles, les aguicheuses. T'as vu comment tu t'habilles? Mais c'est ça. Mais ce que je disais tout à l'heure, avant qu'on soit coupé par le fait que j'ai oublié d'enregistrer, c'est que on a notre ami Polanski comme ça qui se fait poursuivre pour un de ces méfaits-là, et puis à mon sens, il devrait aller voir la justice. Aux États-Unis, il n'y a pas de problème Ouais, mais avec lui, ça. il a un nom d'immigrant, fait que c'est sûr qu'ils veulent le pogner. Et c'est ça. Mais lui, par exemple, on lui a juste dit « Ouais, t'arrêtes de faire des films, s'il te plaît !» En 2024, donc quand même pas mal de temps après, il revient par la porte de service. On ne s'y attendait pas, et pourtant, le revoici. Trump gagne. Ratner réalisera un documentaire sur Melania Trump. Le tournage débute en décembre 2024. Amazon paye 40 millions pour les droits et dépense 35 millions de plus en promotion, un total de 75 millions que les critiques qualifient de pot de vin de Jeff Bezos au régime Trump. Et tu sais quoi? Je suis assez d'accord avec ça. Que c'est un pot de vin, oui, tout à fait. Melania sort le 30 janvier 2026 avec 7,1 millions de guichets d'ouverture, le meilleur démarrage d'un documentaire en 10 ans. On en parlera plus tard, c'est quand même bizarre. Des membres de l'équipe évoquent le chaos sur le plateau et le décrivent comme un sex pest. Donc apparemment, il n'a pas perdu ses bonnes vieilles habitudes. Le lendemain de la première, le département de la justice publie des photos de Ratner sur un canapé avec Jeffrey Epstein, chacun enlaçant une femme au visage pixelisé. Une autre image le montre avec Luc Brunel, agent de mannequin mort en 2022 en prison avant son procès pour viol de mineur. Ratner affirme n'avoir croisé Epstein qu'une seule fois, vers 2006. Au chalet. Une chalet, exactement. Et c'est fou à quel point tous ces gens qui sont dans la liste d'Epstein, c'est des gens qui sont en train de devenir proéminents dans la société des États-Unis. Et toi, t'es surprise? T'as raison. En fait, la liste d'Epstein, c'est pas une liste pour pouvoir les mettre en prison, c'est une liste pour savoir qui engager la prochaine fois. Ouais, mais je veux dire, il y a une raison pourquoi, comme très rapidement après que la liste a été publiée, soudainement, il y a eu des guerres à gauche et à droite pour essayer de détourner l'attention des médias. Mais non, mais tu peux pas lancer une guerre juste pour... D'accord. Ah tu sais, au moins, la Russie, tu sais pourquoi ils essayent de choper l'Ukraine. Ça fait des années qu'ils essayent de faire ça. Bref. T'en penses quoi, Murmure? J'ai le bonheur de vous annoncer que Murmure n'a jamais été trouvé dans les listes d'Epstein. Et ça, c'est un bon petit chat. Donc, il les a jamais croisés, sauf une fois au chalet. Invité par sa fiancée de l'époque, dit-il. Bah, c'est encore la faute d'une femme, hein. Les femmes! Bordel! Fléau de la société. Putain, j'en ai marre. Les fichiers publiés contiennent toutefois des courriels de 2010 à 2012 dans lesquels Epstein tente de recontacter notre ami et également un agenda de rendez-vous de décembre 2018, un vrai rendez-vous avec notre ami. Donc peut-être que une fois entre 2006, 2012, 2011 ou alors 2018, quelque part par là, peut-être que c'est une fois pendant toutes ces années-là finalement, tu sais, une fois pendant 11 ans. Exact. Une fois pendant 11 ans, c'est rien. Une fois à l'année, pendant 11 années, ça fait quand même 11 fois. Je suis pas sûr. Je suis obligé de dire que figurer dans les fichiers d'Epstein n'établit pas de complicité criminelle. Donc, c'est pas parce que vous êtes là-dedans que vous êtes obligatoirement quelqu'un qui a été criminel. Néanmoins, pour lui, on peut faire un petit loop. On peut peut plisser des yeux, puis comme
Je pense que tu sais, c'est un bon réflexe à avoir, là, de juste comme garder l'esprit critique. Ben, c'est pas une histoire d'esprit critique, c'est juste du bon vieux gros bon sens, vu Ouais. les accusations qu'il a derrière lui, là. C'est comme, oups, cela, quelqu'un qui traîne avec Epstein, qui a été manifestement Ouais. sexpest et qui l'est encore aujourd'hui. Oh là là, c'est fou. Donc, c'est ça. On est sur de la grosse impunité sale hollywoodienne. Donc, il aurait pu rester en exil, mais il suffit d'un changement de régime et puis surtout d'être pote avec les bonnes personnes pour qu'il puisse revenir et refaire du Les bons, cinéma. les bons vieux contacts de Miami Beach. Alors, avant que l'on aille subir ça, on va. Je vais juste lire pourquoi Mélania a fait ce script, ce truc-là. T'es obligé. Oui. Allez, ça va pas être long. Ouais, ok. Ce qui a mené Mélania à faire ce film, donc Melania Trump n'est pas arrivée au documentaire par hasard. Elle a pas juste fait ah mon Dieu, j'aimerais vraiment ça avoir Un document. un documentaire. Elle est arrivée au bout d'une machine narrative qui avait déjà été mise en place en octobre 2024, quelques semaines avant l'élection, chez Skyhorse Publishing, maison connue pour éditer des figures de la droite trumpiste, notamment Steve Bannon. Elle publie sa première autobiographie qu'elle a nommée Mélania, Ah oui. comme le film. Des fois, tu peux comprendre la biographie et le film. Le livre atteint la première place des ventes chez Amazon avant même sa sortie et devient rapidement un best-seller du New York Times. Comme quoi, n'importe qui peut être best-seller du New York Times. Alors, des fois, il y a des gens qui l'ont et puis je suis contente pour eux, mais parfois, je comprends pas. Ah, Chuck Tingle qui arrête pas de dire qu'il a été nominé pour comme un best-seller, malgré le fait que comme, tu sais, ce qu'il écrit, c'est... I have no Ben, c'est idea. du Chuck Tingle. Mais je pense Genre, que... il a pas gagné, mais juste le fait qu'il a été nominé pour une de ses œuvres. Mais là, pour le coup, je pense que c'est vraiment une histoire de les livres qui sont le plus vendus, là, plus qu'autre chose. Ouais. J'espère, en tout cas. Mais comme, moi, j'ai envie de blâmer la curiosité morbide. De comme, je sais que ça va être de la merde, mais je suis curieux de savoir à quel point ça va être de la merde. Mais dans ce cas-là, tu l'empruntes à la bibliothèque, tu vas pas Parce que moi, l'acheter. c'est le livre que la bibliothèque va tenir. Bah, j'imagine. Mais après, en même temps, je crois qu'il a quand même gagné par vote. Fait que j'imagine il y a un nombre non nul de gens qui seraient prêts à acheter le livre de sa femme. Bah, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un nombre négligeable de gens qui ont juste boosté les ventes. Oui, probablement. Je veux dire, ces gens-là ont plein d'argent, là. Ils peuvent bien en acheter 5 à 50 pour faire brûler, tu sais, c'est pas un problème pour eux. Donc, Alexandra Jacobs du New York Book Review décrit toutefois l'ouvrage comme moins une confession qu'un CV. Remarquable surtout par ce qu'il tait. Donc, en gros, c'est un bon livre si jamais tu réfléchis à tout ce qui n'est pas dit. Donc, c'est bien. Lire entre les lignes. Mais pour vrai, du coup, ça veut dire que quand tu lis le livre, tu fais juste lire du blanc, et puis t'es comme, c'est tout ce qui manque finalement. La mémoire est surtout là pour un test de marché, pour voir si jamais ça intéresse les gens d'en avoir quelque chose à foutre de Melania. Parce que je t'avoue que Melania Trump, vu qu'elle est plus silencieuse, puis que dans ma tête, tout ce qu'elle fait, c'est décorer la Maison Blanche, Elle plante aussi des arbres en talons hauts, c'est vrai qu'elle fait ça. spécifiquement en le boutin. C'est probablement tout l'argent du film, là, le pot de vin qu'on a mentionné tantôt, c'est probablement à ça que ça a servi. Non, c'est ça, parce que je veux pas être méchante envers elle, mais il y a vraiment eu des premières dames qui faisaient plus de choses pertinentes et dont on entendait parler. Je sais pas si tu te rappelles, puis peut-être que c'est juste j'hallucine des choses, mais j'ai un vague souvenir que il y a eu une qui courait comme quoi elle était mariée contre son gré, puis que Oui, bah genre oui. que tu sais elle était pas vraiment rangée du bord de Trump, c'est juste qu'elle avait pas le choix, machin. Mais Oui. j'ai l'impression que plus que ça avance, plus que Ouais, ça, cette rumeur-là, elle a vraiment explosé au moment où Trump s'est fait réélire parce qu'elle s'était habillée d'une manière vraiment étrange, comme si elle assumait pas. ouais. Mais finalement, non, c'est juste que je pense que ses choix vestimentaires Oh sont non, vraiment oui, c'est étranges. ça, exact. Mais c'est ça. Donc, en décembre 2024, quelques semaines après la victoire électorale, Donald et Melania Trump dînent avec Jeff Bezos à Mar-a-Lago. C'est à ce dîner que Melania présente son idée de documentaire à Bezos, selon le Wall Street Journal. Amazon MGM remporte ensuite une guerre d'enchères contre Disney et Paramount. Disney voulait de ça. Une guerre d'enchères? La divulgation financière du bureau d'éthique gouvernementale publiée en juillet 2026, c'est frais, confirmerait que la famille Trump a touché 10,71 millions US directement en licences liées à Melania, plus 521 000 du mémoire et environ 6 millions en NFT et objets de collation directement liés à Melania. Je suis déjà tanné. Pour vrai, c'est une héros du MCU, c'est comme drôle.
C'est quoi son power faire chier? L'agent de Melania a également tenté de vendre des commandites du film à des PDG présentes à l'investiture à partir de 10 millions par sponsor, l'acheteur étant remercié au générique et invité à la première. Tu veux participer au film? Tu veux être Patreon sur le film de Melania? Quand on parle de mécénat, Ouais. c'est pas ça. Martina Navratilova a résumé la manœuvre en un mot: shameless. C'est plus qu'une transaction, c'est une architecture de monétisation de la fonction présidentielle par procuration. Ah oui, clairement. Oui. Est-ce que tu veux devenir toi aussi l'ami du président? Tu as juste à payer beaucoup d'argent. Ça a toujours été comme ça, mais là c'est Ben, vraiment, c'est explicite. c'est vraiment explicite. Là, normalement il se cache un minimum. Les motivations déclarées, elles sont autres. Melania se décrit comme très privée et très sélective. Elle affirme sur Fox News en janvier 2026: personne n'est en charge de moi. Je suis seule au bord de la commande. La Elle documentaire est tellement privée, puis tellement comme silencieuse qu'elle en a fait un film et un livre. et un livre. Exactement. Ok. Et le documentaire lui offre, comme la mémoire l'avait fait avant, la promesse d'un contrat éditorial total en tant que productrice exécutive rémunérée. Elle choisit le réalisateur, participe à la bande sonore, donc elle a choisi un mec qui sait, bref, dans tous les cas. Mais d'un côté, Epstein qui a présenté Trump et Melania. Donc du coup, le fait qu'elle choisisse quelqu'un d'autre qui lui a présenté Epstein, c'est normal, finalement, quand on y pense. Même s'ils se sont vus qu'une seule fois pendant 11 ans. It's the circle of life. Elle participait à la bande sonore qui, tu vas voir, apparemment c'est rigolo. Ok. Oriente la stratégie marketing et décide de ce qui est montré et de ce qui reste caché. Elle n'est plus la première dame qu'on interprète. Elle est la première dame qui s'écrit. C'est quoi son éducation à elle dans la vie pour qu'elle fasse des... Non, on va espérer que tout nous est montré dans Ah le oui, film. c'est ça, parce que faire des stratégies de marketing, soit, là, mais... Donc, 3 logiques se superposent donc. Une logique financière. Melania encaisse plusieurs millions personnellement. Une logique politique. Le film restaure une image publique érodée par l'épisode de la veste à Rélie Doncar de U. Tu te rappelles, porté en 2018, lorsqu'elle a visité un centre pour enfants migrants. Mais c'est l'année des arbres en le boutin, là. Ah ouais? C'était vraiment pas une... J'avais... Ouais, non. Non, c'est ça. Quand je me suis rappelé, j'ai juste fait... Non! Une logique de succession symbolique à 55 ans, sans engagement politique propre, elle construit un capital narratif transférable. La première dame comme marque indépendante du président monnayable au-delà du mandat. Le refrain « Personne n'est en charge de moi » n'est pas une confidence, c'est un pitch d'affaires. Donc, c'est ça. Elle est en train de se rendre bankable. Sur ce, on vous retrouve d'ici peu avec Après qu'on s'est infligé. 1 heure de notre vie en moins, voire 1h30. Bye bye, à tout de suite. Bonjour tout le monde, on est de retour. Yvan est super content d'avoir vu le film. Moi aussi, c'était génial, j'ai adoré. Ça parlait de voitures, d'hélicoptères, et puis je pense de la mort de quelqu'un, mais je sais plus qui. C'était pas clair. C'était pas clair. Apparemment aussi, ça parlait de Trump, on a vu le Trump. Beaucoup plus que j'aurais aimé. Bah oui, mais en même temps, tu sais, le début du film, on le voit pas beaucoup. Hein. Donc, mesdames et messieurs, nous avons vu Melania. Vu, c'est le terme. On n'a pas regardé, on a juste vu, parce que bordel, que c'était chiant à mourir. Un scandale. Un scandale. J'ai pris des notes. On a pris des notes. Au début, j'ai dit à Yvan, hey, tu veux qu'on prenne des notes? Il fait, oh non, 18 minutes de film. Bon, on va prendre des notes, je suis trop énervé. Comment on fait ça chronologiquement? Oui, certes, ouais. Je vais essayer de suivre ce que j'ai écrit dans ma fureur. Au début, on parlait justement du fait que la musique. Ouais. On va commencer là-dessus, je pense, parce que quand Billie Jean a commencé, t'as juste fait Oui. quelle indignité. Oui, parce que au début, j'ai trouvé ça vraiment hypocrite d'utiliser justement Billie Jean comme la première chanson qui joue dans un documentaire sur Melania. Comme oui, certes, ça a été expliqué par la suite que Michael Jackson, c'est son chanteur préféré, mais ça n'empêche pas que l'écrasante majorité de la musique qui a joué dans le documentaire n'était pas de la musique de blanc. Non, c'était presque uniquement de la musique chantée par des personnes afro-américaines. Ou racisée, parce qu'à un moment donné, on a eu de l'espagnol. Mais oui, c'est vrai que je dirais que 75% de la musique qu'on a entendue, c'était afro-américain. Bah surtout quand ça finit par Bonnet M à la fin, là, j'étais comme, bon, bah écoute. Oui. Ou alors queer. Oui, Village People, ouais. Ouais, c'est ça. Puis la musique arrivait jamais au bon moment. Non, puis c'était un peu dissonant
comme ça n'avait pas vraiment rapport avec ce qui se passait à l'écran. Non, absolument. À un moment, il y a eu de la musique classique avec un grand final, et le grand final, c'était juste un hélicoptère qui s'envolait. Ouais, Enfin, même pas, en fait, finalement, qui quittait tournait. le sol. Ouais. Au niveau de la musique, Mélania, c'était pas une grande réussite. Pas une grande réussite, non. Je vais juste m'attarder également sur la cinématographie de Mélania. Nul et non avenu. Au début, quand on a commencé le film, Yvan m'a dit, mais c'est pas un documentaire. C'est pas filmé comme un documentaire, c'est filmé comme un long métrage. Et moi, immédiatement, j'ai pensé à justement Tower Heist, Terrible Bosses, qui sont deux films qui ont été produits par le même connard. À la limite, Ocean's Eleven, ça filait vraiment comme un long métrage Oui, de fiction. mais c'est comme si à la moitié du film, il s'était rappelé qu'il filmait un Ouais, documentaire, puis il avait essayé de faire un petit peu plus de trucs à la main, de faire des choses avec des plans plus osés, amateur. amateurs. Puis Ouais. justement, ça passait vraiment comme quelque chose d'extrêmement amateur. Là, le moment où il allait vers le plafond avec les étoiles et puis qu'on le voit trembler, il n'y a aucune stabilisation, alors que pour tout le reste du film, stabilisé as fuck avec des plans fixes à n'en plus finir. Il n'y a aucune On- dynamisme. Ouais, mais on dirait qu'il change de style en plein milieu, comme tu dis, parce que la première moitié, c'est vraiment filmé Mhm. comme un long métrage. Après ça, il se rappelle que, ah fuck, c'est censé être humanisant. Puis à la limite, ça devient trop informel, au point où on entend le réalisateur avoir des échanges on camera avec Trump, Melania. C'est ça. Puis c'est des choses qui existent dans les documentaires, ça, mais pour le coup, comme ça arrive dans les 10 dernières minutes du film, ça sort de nulle part. C'est pas quelque chose qu'il fait depuis le début, Non. du tout. Puis c'est comme les 5-10 dernières minutes du film, c'est le moment où ça humanise vraiment Mélania, où on la voit vraiment exister. Le reste du temps, c'est une peinture, tu sais. Et justement, moi, j'ai noté que le documentaire, si on peut appeler ça un documentaire, fait vraiment une job exécrable de l'humaniser, si c'est ça l'objectif. Parce que, tu sais, dans ton introduction, tu avais mentionné que Mélania a décidé de faire ce documentaire parce qu'elle voulait avoir sa propre voix, qu'on la voit comme une personne à part entière, puis qu'elle est compétente. Mais la première moitié du film fait complètement l'inverse, parce qu'elle semble être comme une princesse gâtée pourrie Ouais. qui a des demandes impossibles. Elle essaie de paraître compétente, mais au final, elle fait juste faire acte de présence. C'est assez fou à quel point, justement, toute la première partie du film, où on la voit pas, en fait, quitter leur appartement Ouais. au-dessus de Central Park, là. D'ailleurs, l'appartement au-dessus de Central Park, on le voit pendant toute la première partie Oui. du film. Puis il y a des moments où elle appelle Trump, où elle fait des choses, et puis elle fait semblant de faire des choses, parce que pour l'instant, le début du film se passe avant l'inauguration, donc ils savent qu'ils sont élus, mais ils n'ont pas encore la Maison-Blanche pour eux. La Maison-Blanche est encore en bonne santé, jusqu'à ce qu'elle se fasse défigurer. Mais à ce moment-là, en fait, elle est dans l'appartement du Central Park, où manifestement son mari n'est pas là. Je sais pas où il est rendu, Washington ou Mar-a-Lago. Et puis, ça ressemble, sans plaisanter, je trouve la Galerie des Glaces à Versailles moins rococo que l'appartement des Trump. Plus sobre, ouais. C'est beaucoup plus sobre. C'est fou. Il y a des immenses fenêtres qui donnent sur Central Park. Elles sont entièrement avec des bordures dorées et C'est doré partout, c'est doré et rouge. c'est doré, rouge partout. Les murs, c'est du doré avec une vitre devant, avec des gravures. Il n'y a pas un seul meuble qui n'a pas de la dorure dessus. C'est comme une impression qui m'est restée tout le long de l'écoute, c'est à quel point le message qui est tenté d'être véhiculé jure avec ce qu'on voit. Absolument, parce que vraiment, moi, ce que j'écris à la fin, c'est un canari dans une cage dorée. Ça donne Ouais. vraiment pas l'impression d'une vraie personne. On file vraiment comme dans un film, du Oui. début à la fin, pas du Oui. tout dans un documentaire. Moi, j'avais l'impression, pour vrai, je me suis emmerdé comme un rat mort. Le documentaire pourrait être résumé à peu près 10 minutes. Mais pour le coup, c'était vraiment fou à quel point tout le début du film, tu regardes le décor au lieu de regarder Mélania et puis elle dit des choses vraiment vapides. C'est fou. Aucune substance. Elle décrit ses couleurs préférées comme étant blanc et noir. Oui, le blanc et le noir. Putain, j'aurais acheté un Euh, dalmatien. Elle dit des choses, puis c'est très live laugh love, là. C'est très je veux la paix dans le monde et on devrait s'unir en tant qu'Américains, puis mon parcours en tant qu'immigrante, mais comme Et puis je vais faire Washington-New York en jet privé. mais je vais toujours avoir ma maison avec moi. Ouais. Puis faut pas qu'on oublie que je suis une private citizen avant l'inauguration où je vais être vraiment plus public. C'est ça exactement, mais une private citizen qui prend encore une fois, Son son jet. jet privé pour faire New York-Washington. Il me semble que c'est pas si loin que ça, New York-Washington. Donc, première partie du film, fou. C'est quelque chose que je ressens tout au long des 2 mandats de Trump.
c'est une médiocrité profonde. Que ce soit de la part du président et de la première dame, que de leur staff au grand complet. Parce que même, mettons, le designer qui dit avoir un pedigree qui se peut pas parce qu'il a travaillé pour des maisons de haute couture, machin, puis qui a été drillé à la militaire, la robe qu'il pond en 15 minutes devant la caméra, puis qu'il présente comme étant un chef-d'œuvre national et un mystère, ben c'est quelconque. C'est très quelconque. Ah bah, c'est surtout en plus, ça se voit que le ruban passe pas aux bons endroits pour pouvoir rendre ça plus flowing. Non, vraiment. C'est vraiment ça l'impression que j'ai. En fait, on passe le début du film à voir Melania qui organise les choses pour l'inauguration. Et donc, elle prépare ses vêtements, là, parce qu'il y en a 12 000, bien entendu. Elle prépare également l'inauguration Elle fait par acte de présence. David, qui a l'air tout à fait sympathique. Lui, ça a l'air d'être son métier. Donc, il fait ce qu'il Ouais. fait. Il gère les affaires comme il a envie de gérer les affaires. Et puis, il répond aux besoins qui lui sont demandés, c'est-à-dire mettre du fucking doré partout, même sur la coquille des œufs. Ouais. Non, c'est pas une blague. Non, c'est des œufs dorés avec du caviar dedans. C'est hallucinant. À quel point c'est mauvais? Je veux dire, bref, dans tous les cas. Mais il y a un bout où ça filait vraiment comme The Office. Oui. Parce que Alphine demande d'ajuster son code. Puis t'as juste les deux assistants qui font la actual job, qui regardent la caméra puis ont tellement l'air d'haïr leur vie. Et puis ils arrêtent pas de répéter, ouais, ça va être vraiment difficile. Puis tout le monde est comme, non, non, mais on va le faire pareil, vous inquiétez pas, ça va être génial. Et puis le fucking français qui est en train de la glaze en disant, mais non, mais elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle a été mannequin, elle connaît les bons termes, elle a vraiment une bonne vision créative. Mais c'est ça exactement, si jamais. Non, mais pour vrai, moi j'utilise tellement de bains, je pourrais en créer, tu vois. Avec les bons termes, le bon Avec le bon terme, le vocabulaire. bon vocabulaire, moi je sais quoi, c'est quoi un robinet. Oui, exact. Donc c'est ça, c'est assez fou. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la première partie du film? Oui, Mhm. elle a dit une chose complètement hallucinante. Honnêtement, j'en reviens pas. Elle est notée verbatim, là. Dans le fond, elle est en train de passer en entrevue. Vas-y. Elle est en train de passer en entrevue des personnes pour faire partie de l'équipe qui vont gérer C'est vrai! la Maison Blanche. La compagnie de gens avec des air extensions. Oui, oui, oui. Puis elle dit, verbatim, I'm looking for people who share my vision because they are not only just serving me, they are also serving the country. Mais si le but c'est de servir le pays, en quoi est-ce que c'est important qu'ils aient ta vision? Après, c'est que des jeunes femmes blanches avec exactement la même coupe de cheveux. Ils font tous du Adderall, Oui. clairement. Oui. D'ailleurs, on les voit servir la country en refusant des questionnements vis-à-vis du journalistes. film de la part de journalistes. Ouais. C'est ça, servir ta country. C'est empêcher les gens d'avoir des informations. Ouais. Donc, c'est merveilleux. Mais On tu sais, aime ça. freedom of speech. Puis le pire, c'est que c'est mis à l'intérieur du documentaire qui est censé nous faire apprécier Melania. De voir ses assistantes en train de refuser. Mais c'est parce que ça, c'est pour appeler les conspirationnistes du côté de Trump. No shade, hein. Nous aussi, on est conspirationnistes, on adore ça. J'ai plein de conspirations. Est-ce que j'agis dessus? Non. Non, bah non, parce que j'ai pas besoin d'agir dessus. Mais c'est vraiment le côté, ah, nous, on n'aime pas les journalistes et Hollywood, et puis on est hors du système. Alors, mais vous êtes le système. Non seulement vous êtes le système, mais en plus, vous êtes en train de faire en sorte que, pour la première fois de son histoire, les États-Unis deviennent un endroit avec Ouais. un roi et une reine. Ouais. Oh, ouais. Tout au long de la première partie, puis j'ai horreur de faire ce parallèle, là, mais c'est vraiment comme l'image que j'ai. C'est juste Tuxedo Mask qui Ouais. fait juste dire My job here is done, mais elle a rien fait. Elle arrive, elle change 2-3 trucs et elle repart et ça se voit que les gens sont comme ouais, whatever. Tu sais, on va faire notre travail malgré ça. Puis en tant que personne ayant travaillé pour ces gens-là, toi comme moi, on sait très bien ce que c'est. C'est des gens qui arrivent et qui te font ah, faudrait vraiment que tu changes ça, alors que tu sais très bien que tu peux pas le changer, que tu n'auras pas le temps et ou ça fait pas de sens. Mais tu fais comme ah oui, d'accord, et tu fais un changement qui y ressemble. Ouais. Non, c'est fou. Les funérailles. Ah oui, bon, deuxième partie du film. Là, on a passé à la Ouais. première. Deuxième partie du film, c'était les funérailles du président Carter. Ouais. Donc, elle passe son temps à parler de la mort de sa mère. Évidemment. Parce que, et puis, pour vrai, là encore, le cinéaste avait pas de bon sens. Il mettait vraiment en parallèle les images de la population en deuil sur le côté des rues, et puis avec les drapeaux américains et tout ça, et qui laisse passer finalement le cercueil du président Carter. Et puis, il montre pas du tout que c'est
à cause de ça que les gens sont dans la rue. Il fait juste parler Mélania par-dessus ces gens-là en deuil qui sont sur les côtés des routes pour Ouais. faire dire « Oh, ma mère était quelqu'un de très apprécié, blablabla. » Comme si Elle finalement... faisait partie de la Maison Blanche, Mhm. intégrale. Puis je suis comme, meuf, ça fait 4 ans qu'elle était là. On n'a rien contre les personnes qui vivent un deuil. Au contraire, tu sais, je suis vraiment empathique envers ça pour plein de raisons dans ma vie. Mais là, pour le coup, c'était pas... Il y a eu mille Mais façons. c'est de mauvais ton de A à Z. C'est ça. En fait, si jamais tu veux me présenter ta mère, présente-moi ta mère. Présente-moi pas les funérailles de Monsieur Carter. Ouais. Parce que déjà, bon, en plus, tu portes un énorme col blanc avec deux personnes qui s'embrassent à son enterrement. Est-ce que c'est moi qui ai trop Europe de l'Est pour qui, quand tu vas à un enterrement, c'est en blanc et noir? Moi, un enterrement, c'est en noir en France même, des fois. Mais tu sais, je veux dire noir et blanc dans le sens que comme ta chemise pour un homme, elle va être blanche. Oui, oui. Mais le reste, c'est noir. Bah. Là, on arrive, tu sais, ils font un plan, Un travelling? ouais, sur comme le monde qui sont présents à la cathédrale pour les funérailles. Puis comme, tu sais, on voit notre ancien premier ministre qui est en noir, comme toutes les personnes qui ont de l'allure qui Ah oui, sont oui, en Monsieur noir. Legault? Trudeau? Ouais. Ouais, ok. Puis en noir, le monde avec lui en noir. Puis là, on arrive du côté des Américains, puis il y en a un qui a comme une cravate bleu poudre, une qui a une cravate dorée, mais il y en a un qui a comme un col immense avec un print de deux personnes qui s'embrassent. Et puis au début, on voyait tellement mal ce qu'il y avait dessus que moi je pensais que c'était une tête de poisson. Bon, bref, dans tous les cas. Et donc, tout cet endroit-là était vraiment particulier parce qu'on avait l'impression qu'elle nous parlait de quelqu'un qui était décédé et puis qui avait eu de l'influence dans sa vie, mais on a vu une image de la personne en question. On n'a jamais vu quoi que ce soit d'autre. Non. Et puis, en plus, l'image en question, on avait l'impression qu'elle avait été yesifée. Ah ouais, elle avait l'air photoshopée, là. Et pour vrai, c'était vraiment étrange, déjà de base. Et puis aussi, il y avait quelque chose... Ah oui, lorsqu'elle était dans l'église, elle allumait une chandelle pour sa mère. Et puis, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui a fait un travelling tout autour de elle. Et puis j'étais comme, ok, bah c'est la première fois qu'on a un petit peu de mouvement. Mais c'est même pas dans un moment où il y a de l'action. Non, vraiment pas. Elle est juste en train de... Poser une chandelle. Puis il y a le mec qui fait un Ouais. travelling autour d'elle. Et j'étais comme, ok, mais ça, c'était un mouvement de caméra qui servait vraiment à rien, lol. Non, puis le prêtre qui présidait l'enterrement de M. Carter, qui était un vieux prêtre afro-américain qui était comme, tu sais, il était assis dans une chaise pendant le sermon et tout, puis qui mentionne King, Ouais, Martin Luther King. alors que Trump puis Melania sont là, puis tu sais, ça jure, tu sais, quand je parle du fait que le message et le contenu, avec le contexte historique de qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, c'est fou à quel point c'est tone deaf. C'est ça, j'ai mis beaucoup de musique de gens qu'ils aimeraient déporter. Oui, oui, on veut garder la musique, mais on va déporter les gens. C'est ça. Ensuite, on a un passage sur son engagement. Philanthropique, ouais. Son engagement auprès des enfants. Parce qu'elle dit tout le temps, oui, c'est pour les enfants, c'est pour les enfants. Elle discute avec Brigitte Macron, qui est notre First Lady in France, et qui parle du projet phare, qui est un projet qui date d'un petit bout, à propos des violences cybernétiques. La cyberintimidation, on dit. J'allais dire les violences cybernétiques. Certes. Moi, je me trouvais vraiment, vraiment fun. Contrairement à toi. Bref. Mais du coup, ouais, c'est ça. On a donc cet moment où il parle de son truc. Be best, ouais. Aucune action concrète. Juste Non. de la discussion avec Madame Macron, Ouais. avec la reine de Jordanie. On n'a aucune fucking idée de ce qu'elle va faire. Elle discute aussi avec une madame israélienne dont le maire a été pris en otage, qu'elle arrivera à libérer apparemment. La madame qui dit d'ailleurs qu'il ne devrait pas avoir de haine nulle part dans le monde. Donc, La madame, son mari est pris en otage, on comprend qu'elle est émotive, mais ça reste que ils ont fait le choix de garder ça dans le documentaire. absolument, avec moi, j'en veux pas aux gens de Gaza, j'en veux pas aux ceci. Puis je la comprends, elle est pas là pour être politique, elle veut récupérer Elle veut son mari. récupérer son mari. Mais eux, ils en ont fait quelque chose de politique. Et puis, je sais qu'elle doit passer par cette espèce de... C'est un petit peu comme un lion que tu fais passer à travers les cerceaux de feu, tu sais. Pour elle, c'était le seul moyen de récupérer son mari, finalement, d'aller voir la personne au pouvoir. Et puis, eux, ils l'utilisent vraiment pour faire... Vous voyez, Mélania, c'est quelqu'un qui blablabla, qui présente quelque chose de différent Je des me autres. suis marqué aussi qu'il y avait un peu de victim blaming, puisque justement, dans sa discussion avec Mme Macron, elle disait que peux-tu croire que les enfants passent 8 heures par jour en moyenne devant un ordinateur, juste avant qu'ils parlent de comme cyberintimidation? Puis il y avait une espèce de connotation de s'ils passaient moins de temps sur l'ordinateur, ils seraient moins cyberintimidés, sans qu'il y ait vraiment de propositions concrètes. Ah non, zéro proposition concrète. Qu'est-ce qu'elle elle va faire? Tu sais, au final, les notes qu'elle prenait,
c'est ce que Macron lui expliquait qui était fait en France. C'est ça, exactement. Et puis, il n'y a rien de ça qui a été mis en place entre-temps. Elle dit tout le temps les enfants, mais en attendant, l'administration de Trump a proposé 12 millions de moins pour financer l'éducation et est actuellement en train de détruire les écoles au fédéral. Donc, Sans parler des déportations qu'ils font avec les familles qui sont séparées, les enfants, les parents. c'est vrai que les écoles, c'était un endroit dans lequel certains immigrants ne veulent pas envoyer leurs enfants. Actuellement, les écoles publiques et privées, parce qu'ils peuvent avoir des enfants qui sont pris en otage par l'ICE en attendant que les parents reviennent. Exact. Je sais que ça a été refusé à la Cour suprême, là, mais ils voulaient aussi enlever le droit à la citoyenneté à la naissance pour dire que si tu es né sur le sol américain, ben, tu es un citoyen américain. Fait qu'ils voulaient enlever cette protection-là, puis d'un coup, du revers de sa main, comme arrêter de considérer comme une énorme partie. Donc, c'est ça, malheureusement, ce film-là, 2 ans après, c'est comme ça sonne mal. Ça sonne très très mal de plein de manières différentes. Surtout qu'elle se met vraiment en avant comme immigrante. Et Oui, puis, on est comme d'accord, bah, si jamais tu veux être une bonne immigrante, il faut que tu sois belle. Pour vrai, c'est comme un peu terrible et à surtout ce que niveau-là. même Trump dit She represents this country beautifully, alors qu'elle est pleinement une immigrante de première génération. C'est ça. Et en plus, on est sur quelque chose où lui, il fait uniquement des commentaires par Sur son rapport apparence. à son danse. C'est comme assez fou à ce niveau-là à quel point ça ressemble à ça. Oui, on va parler un tout petit peu de l'armée, parce qu'elle met beaucoup en avant l'armée. Mais c'est vraiment une campagne, hein, c'est vraiment de la propagande dans son film. Il Oh n'y a pas de oui, non, problème. on va pas se le cacher. On est directement sur oh, regardez, je suis riche. Oh, regardez, je m'occupe des enfants. Oh, regardez. Je suis philanthrope. Ouais. Puis je veux faire évoluer le rôle de la première dame. Ouais, elle n'a rien fait à ce niveau-là, au contraire, justement. Et donc, du coup, là, après, elle s'occupe donc de tout ce qui est militaire. On la voit aller sur une tombe, plusieurs tombes. Ouais, ce film-là, enfin, ouais, c'est un film, c'est pas un documentaire. C'est genre la mort et les véhicules. Il y a Ah un oui. nombre incalculable de plans de véhicules qui se promènent. Vous savez, les véhicules tout noirs avec le blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, Ouais, rouge, ouais, blanc, ouais, mais rouge, là, les services secrets et tout ça. D'ailleurs, on a encore l'ancien mec des anciens services secrets qui est là et qui a pas l'air d'apprécier sa vie avant que Patel n'arrive. Mais bon, c'est ça. Je suis sûr qu'avec Patel, par exemple, ça aurait fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus de choses intéressantes parce que ce mec-là est tellement ivre tout le temps. mais, Allegedly. tu sais, Allegedly. ouais. Mais tu sais, tu parles de soldats, de visiter les tombes. Tu sais, le culot de te pointer et d'aller mettre des gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, alors que Fouly, il a starté 2 guerres. C'est ça, entre-temps, ouais. Donc il a fait ça, puis Puis après, elle parle de comme, ah, c'est vraiment important de penser aux soldats qui sont morts dans leur devoir de protéger la Constitution, alors que tout ce que son mari fait depuis son entrée en poste, c'est essayer de balancer la Constitution par la fenêtre. mais oui, absolument. Et puis, tu vois, rien qu'aujourd'hui, il y a eu des décès. Enfin, j'ai vu ça aujourd'hui. Mais, tu sais, des décès, il y en a eu vraiment beaucoup dernièrement. À cause de lui, à cause de son truc avec l'Iran, là. Et, bah, écoute, la bande de Gaza, il y a aussi 10 morts encore. Non, mais je suis sûr que ça va être écrit dans les histoires qu'ils ont gagné la guerre contre l'Iran. Ils ont déjà perdu et puis ils disent qu'ils ont gagné. Donc à partir Je de vais faire là. un crush, là, ça, comme, tu sais, juste puisqu'on parle d'éducation puis de propagande. Mhm. Tu sais, moi, j'ai une amie qui est allée faire un stage aux États-Unis dans le cadre de ses études en éducation. Ouais. Puis elle est arrivée aux États-Unis, puis il parlait de la guerre au Vietnam. Mhm. Ils sont comme, ah, mais tu sais, vous avez perdu la guerre au Vietnam, non, non. Puis tous les élèves sont comme, non, on a gagné. Puis même pas les élèves, les autres stagiaires, professeurs sont comme, non, non, on a gagné la guerre au Vietnam. Bah, tant Et mieux les pour gens, eux. non, comme, historiquement, vous avez perdu la guerre. Puis ils sont comme, non, regarde tous les combats qu'on a gagnés. Ouais, je veux dire, Napoléon, il a tout gagné jusqu'à la fin finalement. Mais c'est juste pour te dire à quel point la propagande, puis le niveau, la qualité de l'éducation et le révisionnisme est comme imbriqué. Mais c'est comme vraiment drôle parce qu'à côté, tu vois, nous, on a du révisionnisme aussi en France et puis en Europe. Je suis désolé de l'annoncer. En particulier au niveau de comment on a gagné la Deuxième Guerre mondiale et puis qui était collabo et qui l'était pas. Et ça, les Américains, par exemple, ça va être les meilleures sources à ce niveau-là parce qu'ils sont neutres. Donc il va avoir une meilleure vision de tout ça. Mais là, pour ce qui les concerne, par contre, c'est plus compliqué. Et pour ce qui est de la visite des soldats, malheureusement, Trump n'était pas capable de porter la gerbe qu'il devait poser. Alors du coup, ils ont été obligés d'avoir un mec derrière qui se reculait avec la gerbe au fur et à mesure qu'il avançait en faisant semblant de la porter. Et Melania porte son parapluie, contrairement à Trump qui ne porte pas son propre parapluie. Ouais. Dans les cimetières pour les soldats. Je serais tellement fâché d'être là puis de voir le vieux Courton mettre des gerbes de fleurs à la tombe de mon pote qui est mort à cause de lui.
C'était le moment dans lequel on était presque un peu le plus triste, moi et Yvan, parce que, Ouais. mais pas à cause de Trump, pas à cause de Melania, mais vraiment à cause des gens finalement qui se sont sacrifiés pour quelque chose qui est en train de devenir malheureusement de moins en moins l'idéal de liberté auquel ils avaient voué serment. Pour finir, Faut c'est qu'on moi. parle de Everybody Wants to Rule the World. Vas-y. Je pense que c'est juste après qu'ils finissent de parler justement des soldats décédés. Il y a un plan séquence où Melania part de ses appartements à Mar-a-Lago pour aller embarquer dans sa voiture pour s'en aller je sais plus trop où pour la 14e fois dans de 30 minutes. Je vous avouerai que si jamais on enlève tous les plans de voitures Ah, c'est 20 minutes de contenu. gouvernementales, ouais, c'est 20 minutes qui sont enlevées. Ouais. Moins de voitures gouvernementales en plus. Puis il y a Everybody Wants to Rule the World qui joue comme trame sonore. Et bien qu'ils aient pas mis les paroles, Ils ont pas mis les paroles. je veux dire, c'est tout le monde, je vais pas dire tout le monde, mais comme tu reconnais la musique. Il y a aucune manière de pas comprendre que c'est Everybody Wants to Rule the World. Yes, absolument. Donc on tombe dans un espèce de moment un petit peu étrange où c'est comme si, oh tiens, en fait finalement on veut faire ça, on veut jamais quitter finalement la présidence. Ouais. Ouais. Et c'est à ce moment-là justement qu'ils vont aller faire l'inauguration. Il y a des jumpscares par contre dans ces endroits-là. Alors j'ai déjà eu un jumpscare Elon Musk. Tout d'un coup Elon Musk qui apparaît. Oui. Puis t'es comme il arrive une deuxième fois. Là aussi. En plus il tient une femme sur ses genoux qui a l'air vraiment trop jeune. Oui. Oh mon dieu, oui. J'ai aucune idée de qui c'est, puis je veux pas savoir, ça va me rendre Pour triste. elle. Et puis, un peu plus tard, on a aussi un jumpscare Mark Zuckerberg. Donc, vous ferez attention à vous, hein, parce que ça peut faire peur à la fin. Cœur sensible, ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mark Zuckerberg, bref, il mérite pas qu'on utilise son nom correctement, puisqu'il était là-bas. J'ai pas pris le temps de voir Jeff Bezos, qui devait être dans le coin aussi. Mais il y a un moment où mon petit cœur ne peut supporter que deux de ces imbéciles-là, incapables de comprendre que la réalité existe dans un autre monde, mais un peu comme Melania finalement. C'était vraiment intéressant. Puis c'est peut-être moi qui ai tendance à comme suranalyser. Plusieurs moments, Trump il s'adressait entre autres aux gens qui travaillent dans sa résidence de Mar-a-Lago, où il s'adresse à tous les gens qui travaillent à la Maison Blair. C'est fou à quel point tout leur budget d'inclusivité, là que c'est concentré, le shot de Mar-a-Lago, c'était quasiment la ségrégation parce que à gauche, t'avais tous les travailleurs de cuisine, les chefs de ligne et tout ça, que eux, c'était des Afro-Américains, des Latinos. Puis après ça, à droite, t'avais plus les gens de service qui étaient comme devant les invités, puis eux, ils étaient blancs. Puis, tu sais, il y avait vraiment comme une démarcation claire, là. Même chose quand c'était les soirées d'inauguration, que ce soit le bal des étoiles là, ou le machin du général du gouverneur, non, du chef de l'armée. Ouais, le chef de l'armée, ouais. Bah, j'ai vu des personnes afro-américaines sur le côté. Mais ça peut être des gardes de sécurité, c'est ça. Ah oui, c'est ça. À chaque fois que je voyais des personnes afro-américaines, c'était des gardes de sécurité, sans doute. Puis tout le service, c'était des personnes racisées. Mais on n'est pas là pour, vu que ni moi ni toi on est afro, donc on reste blanc. C'est sûr qu'on est des immigrés, mais c'est comme compliqué à regarder en tant que personne un petit peu woke, hein. Nous sommes des sales woke et nous regardons ça en nous posant des questions, surtout que Mar-a-Lago c'est quand même à Miami, il y a beaucoup de... Tout ça au travers d'un message de comme nous on est venus aux États-Unis pour les opportunités qui s'y présentaient, puis à l'égalité, puis que c'était possible. On fait tous partie de la même humanité. On fait tous partie de la même humanité. Ok, mais Ice. Tu sais? J'ai marqué same humanity. Ok, mais Ice. Oui, mais si on danse. Je veux dire, tous les humains sont égaux, mais certains humains sont plus égaux que d'autres, j'imagine. Pour vrai, we all belong to the same humanity. Puis le moment où... Excuse-moi. Donc, à ce moment-là, la fin du film, et moi, j'ai trouvé intéressant tout simplement pour savoir comment ça se passait lorsque tu deviens président des États-Unis. Également pour savoir que le fils de Trump avec Melania fait 2,6 m. Donc il est immense, il tower autour de tout le monde. Et puis il fait des coucous un petit peu comme malheureusement Elon Musk. Donc c'est ça. C'est lui qui a dit au revoir d'ailleurs à Biden, c'est pas son père, donc c'est ça. C'est comme s'il avait...
Kamala Harris, elle tirait des faces tout le long de l'inauguration, surtout au moment où Trump il portait son serment de président. Mais pour vrai, moi je lui aurais donné 2 dagues et je lui aurais dit vas-y ma fille. Ah Je sais ouais. pas ce que tu vas faire mais va le faire. Obama non plus. Je pense que je l'ai pas vu sourire. Je l'ai vu sourire quand il est rentré, quand il s'est fait annoncer. Ouais, c'est Mais ça. c'est tout. Michelle s'est même pas pointée. Sa Non, femme, elle m'a pris la peine Non, de venir. c'était vraiment la réunion de famille Ah avec oui. l'oncle raciste où tu veux pas être là. Ah. Et puis t'es comme maintenant je suis majeur, du coup j'ai plus besoin d'y aller. Mais lui, Obama avait besoin d'y aller malheureusement. Donc c'est ça. Et puis ça se finit là-dessus. Et puis en vrai, Il y a une petite danse avec Oui. The Village People. et puis à la fin, c'est le moment où justement il se rappelle qu'il est en train de faire un documentaire. Ils finissent en disant oui, la Maison Blanche c'est quelque chose rempli d'histoire et blablabla. Ouais. Et on va en prendre soin et tout ça. Et puis après ils détruisent une aile pour en faire Une une salle de bal. Donc c'est ça. Est-ce qu'on vous conseille de regarder Mélania? À vos risques et périls. Pour vrai, non. Ou alors trouver une version où ils enlèvent tous les véhicules. Peut-être que dans ce cas-là, ça fera 15 minutes. En vrai, pour vrai, je pense qu'on peut faire un montage du film Mélania en 15 minutes et puis vous avez vu tout ce qu'il y a à voir. Mais Donc c'est ça. Je pense que plus qu'on va être rendu loin dans le mandat, moins que ce film-là va être regardable. Ouais, en fait, tu disais tout à l'heure, si jamais ça n'a pas été fait par un connard, ça aurait fait un petit peu The Office parce qu'il y a plein de moments qui sont super gênants. Honnêtement, quand on a commencé à écouter, j'avais un espoir que ce soit peut-être comme secrètement satirique ou que ce soit secrètement camp, mais non. Non, plus la personne qui l'a fait, malheureusement, ça aurait jamais eu lieu là. Ouais. Mais ça me rappelle que, tu sais, il y a un photographe qui a pris des photos de la Maison Blanche qui sont restées vraiment intenses pour Vogue, je pense. Maïwen du futur, Maïwen qui édite, ce n'était pas Vogue, c'était Vanity Fair. Mais si jamais vous avez l'occasion d'aller voir ces photos-là, du cabinet de Trump n'en fait pas partie, c'est quand même assez intéressant. Donc je vous le conseille. C'était vraiment le fun parce que la personne en question, il y avait une intensité derrière les photos, il y avait une raison là. Mais pour ce qui est de ce film-là, tu t'aurais pu faire filmer ça par un robot, ça aurait été exactement la même chose. Voilà. Du coup, maintenant, je vais repartir sur le film et sa première. La première mondiale a eu lieu le 29 janvier 2026, donc ça a été filmé il y a 2 ans, je pense, mais c'est sorti en 2026. Bref. Au Kennedy Center, désormais rebaptisé Trump Kennedy Center. Mais je pense que ça, ils l'ont enlevé, la Constitution a fait non fuck you. Il y a vraiment pas longtemps, par exemple. Il faudrait que je vérifie. Depuis la reprise en main de l'institution par la nouvelle administration. Dans la salle, il y avait Mick Tyson, la reine Rania de Jordanie, qui était dans le film de toute manière, Tim Cook, Apple, Eric Wan, qui tient Zoom, Tony Robbins, Erika Kirk, les cadres d'Amazon, Andy Jassy et Mike Hopkins, ainsi que la famille Chris Lett et les réalités, le rappeur Aka Flocka Flame et Jordan Belfort, qui est celui qui est dans le film Le Loup de Wall Street, qui a été condamné pour fraude. Les invités reçoivent du popcorn dans des boîtes noires et blancs et des biscuits à l'effigie de la première dame. On rappelle... Mais c'est ses couleurs préférées. Oui, c'est ses couleurs préférées. Comment tu veux réinventer quelque chose quand tes couleurs préférées, c'est blanc et noir? Je me répète, je radote, parce que la seule chose que j'ai à dire, c'est pour un film qui tentait de montrer qu'elle avait de la substance autre que juste un beau visage, le film a fait un excellent travail de me montrer l'inverse. Mais c'est ça. Je pense que le réalisateur est vraiment mauvais de plein de manières différentes. Il aurait pu sur ça. Tu sais, un documentaire, c'est un documentaire. T'es là pour présenter quelqu'un. Là, pour vrai, les murs avaient plus de personnalité que la personne qu'il était en train de filmer. Mais j'ai rien appris sur elle. Ça a pris quelque chose comme le 3/4 du film pour qu'elle dise d'où elle vient. Donc, la réception critique. Le score critique sur Rotten Tomatoes oscille entre 5 et 10% dans les jours suivant la sortie. The Hollywood Reporter décrit un travail Fly on the Gilded Wall, mouche sur le mur doré, dont le phoning dépasse l'éloge pour atteindre l'obséquiosité. C'est très obséquieux comme film, hein, c'est vrai. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire. Obséquieux, je veux dire que tu flattes de manière trop prononcée. Ok. Variety qualifie le film de cheeseball infomercial à l'inertie stupéfiante. Oui. C'est vrai que, ouais. Bah, on a eu le temps de faire autre chose en attendant. Hein. On avait le temps de... Pour vrai, on aurait pu résoudre un conflit mondial pendant le temps. J'ai eu le temps de prendre des notes, j'ai eu le temps de m'insurger à maintes reprises. Pour vrai, c'est fou. Excuse-moi, c'est comme Mélanie qui prend des notes lorsque Brigitte Bardot est en mode hey, vous pourriez faire des choses. Et puis finalement, que ça a servi à rien. Bref, dans tous les cas. Le Guardian attribue 0 étoile sur 5, le décrivant comme déprimant, mortel, sans révélation, irrécupérable. Merci. Jen Chaney pour MSN No résume: ce truc est essentiellement qu'il mange de la brioche, le film. Oui, et je suis définitivement d'accord avec elle. Pour vrai, c'est Marie-Antoinette, ça a vraiment pas rapport. C'est
Marie-Antoinette dans un jet privé. Les critiques relèvent des choix musicaux étranges, des scènes visiblement mises en scène, une absence totale de tension dramatique et l'impossibilité constitutionnelle du film à interroger son sujet. Radner lui-même, à la première, a dit « On ne peut pas s'attendre à ce qu'un documentaire fasse recette en salle ». Donc si jamais le documentaire n'est pas aimé, parce que c'est un documentaire, c'est pas sa faute, mais c'est même pas un documentaire ton affaire, tout est monté, ça se voit dans la gueule des gens. Il n'y avait rien d'authentique. Pour vrai, les gens sont payés pour faire des choses. Hey, les prêtres dans l'église, là, j'ai jamais vu un prêtre peu authentique que ça. Oh genre. man. Il était comme, ouais, on va prier Qui pour bénit avec son symbole des Illuminati, là, parce qu'il met ses mains en triangle. Peut-être qu'on a retrouvé un des chanteurs dans Jean de Poitrine, je suis certaine. Peut-être. La réception publique. Donc, sur Rotten Tomatoes, le score d'audience vérifié, avec le billet d'achat confirmé, atteint le 99%. Vous allez voir, on va faire d'autres trucs de Rotten Tomatoes, mais Rotten Tomatoes, c'est fini. C'est fini. C'est pour vrai, ce site-là, faut plus faire attention à ce qui a marqué dessus. En tout cas, pour les films récents. Et le plus grand écart critique public de l'histoire du site, dépassant The Shawshank Redemption. 80. Ah, le Shawshank Redemption, ben oui. C'est quoi ça? Shawshank Redemption. I have no idea. On écoutera. Ok, Rotten Tomatoes précise qu'il n'y a aucune manipulation par des bots. Nuance capitale. Mais ok. Attends. Avant qu'on passe à autre chose, là, on va juste comme adresser l'éléphant dans la salle. Tu me dis que sur Rotten Tomatoes, ceux qui ont confirmé avoir acheté le billet l'ont coté à 99? Ok. Mais on s'entend que ça en soi, c'est un billet, right? Parce que comme n'importe qui est pas déjà pro-Trump n'aurait pas acheté de billet pour aller écouter Melania. Fait que ça, en soi, ça veut absolument rien dire. C'est ça. Quand on inclut les votes non vérifiés, dont l'ensemble du public réel du site, le score chute à 29%. CinemaScore, qui sonne à la sortie des salles, donne un A. Le public d'ouverture est composé à 72% de femmes, dont 72% ont 55 ans et plus. Donc on va chercher la femme 35 ans et plus. très majoritairement blanche. Ben oui. Ben oui. Les marchés forts sont Dallas, Orlando, Tampa, Phoenix, Houston, Atlanta, West Palm Beach. Ah, tu m'étonnes. Le film ouvre à 7,1 millions US, meilleur démarrage documentaire hors film concert depuis 10 ans, puis chute de 67% à la deuxième fin de semaine, malgré une expansion à 2003 salles. Au Royaume-Uni, il fait 33 000 livres sur 155 cinémas, soit une moyenne de 213 livres par salle. C'est vraiment pas beaucoup. Il se fait battre par Iron Lung, un film d'horreur indépendant tourné pour 3 millions par un YouTuber. Ben oui. Markiplier! Ben oui, mais je me rappelle que... En tout cas, oui, ça c'est un autre discours. Hein. À Dublin, 13 billets vendus au total sur 2 cinémas. Et puis à Toronto, aucun billet vendu la veille de la sortie dans plusieurs salles. Tu m'étonnes. Les Canadiens, on est juste comme non merci. On en a rien à chier. 32e état, va te faire foutre. Ouais, non. Va te noyer dans le sirop d'érable. Fous-moi à Ok. J'aime bien jouer l'avocat du diable. Puis je suis en train de me demander si, comme je suis en train de réfléchir à voix haute, est-ce que cette œuvre aurait comme une pertinence anthropologique et ou historique, dans le sens que c'est quand même une fenêtre sur un moment très précis dans l'histoire américaine. Mais je pense que oui, ça va être intéressant, à mon sens. Pas autant qu'un vrai documentaire l'aurait été, mais que justement, ça va être vraiment ce moment qu'il mange de la brioche. Ouais. Ça va vraiment être ce moment où on va revoir ça d'ici 10 ans et faire what the fuck. Ouais. Ou alors, les oligarques ont gagné, et puis dans ce cas-là, ça va être monté comme un mémorial. C'est fou. D'ailleurs, il y avait une histoire. Dans les jours précédents à la sortie, une annonce Craigslist est devenue virale à Boston. T'as vu, je le dis à la québécoise, Boston. Boston. Au lieu de Boston. Boston. Assistez au documentaire Melania dans n'importe quel cinéma de la région de Boston pendant la fin de semaine d'ouverture. Billet gratuit plus $50 par siège occupé. Doit rester assis pendant tout le film. L'annonce paraît trop absurde pour être vraie, d'où sa viralité, mais des captures d'écran circulent, des journalistes tentent d'y répondre, personne ne parvient à identifier le commanditaire officiel, Amazon ni toute implication. Insane. Donc, il y aurait eu des choses qui circulaient comme ça. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Moi, je veux y croire. Le conspirationniste en moi veut y croire. Ouais, moi aussi.
Plus significatif, Media News publie une enquête révélant que National Faith Advisory Board, coalition évangélique dirigée par Paula White Cain, ex-conseillère de la Maison-Blanche aux affaires religieuses, envoie des courriels à ces réseaux pour promouvoir des achats groupés et des locations privées de salles. Les messages appellent les fidèles à soutenir notre première dame et à défendre la grâce contre le bruit, la dignité contre la distorsion. Le lien de vente pointe vers un portail dont l'adresse de service client utilise un domaine Amazon. Le prix d'une salle privée entre 1 500 et 3 000 $ selon le cinéma. Détail décisif, aucune obligation que les sièges soient effectivement occupés, ils comptent au box-office quoi qu'il arrive. L'industrie ne publie pas les données d'assistance réelles pour les ventes groupées. Donc, puis tu sais, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent quand même. Mais oui, c'est des blancs. Oui. Et il y a aussi l'analyse Bruckerman. Donc, Tom Bruckerman, c'est un expert au box-office et un ancien rédacteur en chef d'IndieWire. Analyse dans sa... Tu sais ce que c'est un Substack? Je vais sans doute en faire un pour l'épopée des infâmes. Mais pour ceux qui ne savent pas, un Substack, c'est comme un blog. C'est un endroit qui ressemble un peu à un mélange entre blog, Patreon et Twitter. C'est assez intéressant, mais c'est surtout des gens, des démocrates qui sont là-bas et des crypto-influenceurs pour une raison que j'ignore. Bref. Donc, il analyse dans son Substack les données de vente et remarque un pic anormal 2 jours avant la sortie. Il évoque des signes d'achat en bloc distribués gratuitement dans des résidences pour aînés et à des militants républicains. Sa mise en garde, la documentation reste floue, donc on ne sait pas si c'est vrai. Amazon et les chaînes AMC et Regal disent au journaliste Matthew Belloni pour Puck n'avoir constaté aucun achat en bloc inhabituel. Ce que Belloni nuance immédiatement, les chaînes ne seraient pas nécessairement puisque les billets groupés passent souvent par des intermédiaires. Donc on n'en sait rien en vrai. Mais tout ça, c'est des conspirations. Les salles vides sur des captures partagées par des journalistes indépendants et online. Au Regal Times Square, 25 billets vendus pour l'ouverture. Au AMC Boston Common, 0 billets vendus la veille de la première. Et au View Westfield de Stratford, à Londres, The Independent assiste à une projection avec 4 autres spectateurs, dont 2 journalistes. Donc, on a 25 billets, ou alors 0 billets, ou alors 4 billets. Bref, dans tous les cas, c'est quelque chose qui a été distribué massivement pour des mauvaises raisons. Jimmy Kimmel synthétise. D'ailleurs, pauvre Jimmy Kimmel qui a perdu son show d'ailleurs. Hein. Dans son monologue du 4 février 2026, Jimmy Kimmel résume « Les 7 millions au box-office sont une manière élégante de dire qu'ils n'ont pas perdu quelques dizaines de millions. » Il rappelle qu'en 2019, le Comité national républicain avait acheté pour 100 000 $ d'exemplaires du livre de Donald Trump pour le hisser à la liste des best-sellers de New York Times. La technique n'est pas nouvelle, elle a juste changé de médium. Donc, c'est ça. Mais pour vrai, gang, ne perdez pas votre temps. Non. Comme j'ai envie de dire qu'on apprend quelque chose dans cette heure et demie, eh ben non. Donc, il y a 3 lectures qu'on peut avoir vis-à-vis de cette opération-là qui a été Melania. Parce que c'était une opération, c'était pas un film. Il y a la lecture cinématographique. Donc, c'est un objet publicitaire, c'est de la propagande déguisée en documentaire. C'est un cinéma qui a été fait par quelqu'un qui était banni puis réhabilité pour montrer que Trump soutient les siens. Faut-il, bref, dans tous les cas. Et c'est quelque chose qui plaît aux femmes de plus de 55 ans, qui jusque-là avait été mis un petit peu de côté par Trump. Lui, il parlait plus aux hommes. Donc là, on a quelqu'un qui parle plus aux femmes. Donc, c'est ça. Autrement, lecture économique. Amazon a payé 75 millions pour un produit qui, dans des conditions normales du marché, aurait probablement fait 5. La différence, 70 millions, est un investissement politique. Donc, dès décembre 2024, il visite Mar-a-Lago, Bezos, et dîne avec Trump, Musk, et fait interdire un éditorial pro-Harris au Washington Post qu'il possède. Et il donne des millions à la caisse d'investiture. Donc, Melania, c'est quelque chose qu'il a fait parce qu'il voulait se rabibocher avec Trump, qu'il avait un petit peu laissé tomber pendant Biden, parce que ces gens retournent leur veste plus rapidement que, justement, un prestidigitateur. Lecture démocratique. Le box-office tient lieu de plébiscite. Donc, le public a voté avec son portefeuille. C'est une formule que les commentateurs conservateurs utilisent régulièrement pour valider un objet culturel. Donc, truquer le box-office, que ce soit par l'achat groupé, annonce Craigslist ou par salle privée, c'est truquer le publiciste. Donc, c'est la version culturelle d'une fraude électorale, finalement. C'est prouver que quelque chose est vraiment apprécié de tout le monde, alors que, pas tellement. Puis, tout le monde le dénonce, mais c'est jamais vraiment nouveau. T'sais, comme on a dit, le livre de Trump a été acheté en boucle par les républicains, et ainsi de suite. Parce que c'est vraiment difficile de nos jours
de faire du boycott. Ouais. Bah là, tu vois, on l'a regardé malheureusement, tu sais. Ouais. Mais bon. On doit être les seules personnes dans tout l'univers à l'avoir regardé Ouais, à aujourd'hui. là. Lévis, définitivement. C'est ça. Et puis, c'est pas neuf pour cette histoire de justement voter avec son portefeuille, là. C'est simplement plus visible cette fois-ci parce qu'il y a vraiment une trop grosse différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ont fait. Bref, en conclusion, après 10 jours, Melania culmine à 13 millions US au domestique et environ 3 millions à l'international, environ 16 millions en tout. Et le coût total a été de 75 millions. Perte estimée environ 58 millions. Donc, en termes strictement financiers, un désastre. En termes politiques, ça a été probablement rentable auprès de la population des femmes de 55 ans et plus blanches qui veulent avoir du plaisir. Mais après, tout ce qui a été dit dans ce film-là, finalement, si jamais on l'écoute aujourd'hui, ça fonctionne plus. À l'époque, ça pouvait mieux fonctionner que ça. C'est vraiment très difficile, justement, d'écouter le serment d'inauguration du président qui dit que Un peacemaker. il va être un peacemaker, puis un unifier, puis qui va protéger la Constitution. Il a starté 2 guerres. Donc, non, c'est ça, c'est comme quelque chose qui est voué à pourrir, finalement, en fait. Ça vieillit comme du lait. C'est pire que ça. Ça fait comme du fromage déjà pourri. Ouais. Mais c'était pas bon. Mais je vous remercie à tous et à tous d'avoir écouté jusque-là. Si jamais vous êtes rendus jusque-là, bravo à vous. Moi, personnellement, j'aurais déjà arrêté. Je plaisante. C'était une longue journée pour moi et Yvan. Donc, nous allons, je ne sais pas, nous mettre la tête dans un seau d'eau et crier. Prendre 2 à 3 jours ouvrables pour nous remettre de nos émotions. Ce fut un plaisir de t'avoir avec moi, Yvan. Apparemment, merci. Et puis, merci beaucoup d'avoir écouté On va l'épopée se des revoir infâmes. pour, On se revoit pour Citizen Vigilante. Ouais. Ah mon dieu, ça va être merveilleux. En plus, j'adore ce que fait Weeble. Absolument pas. Et donc, du coup, on va triper. Merci à tous. Si jamais vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner ou whatever ce que vous dites de nouveau chez les jeunes. Je vous souhaite à tous et à tous. Comment, like and subscribe. Comment, like and subscribe. Non, vous n'êtes pas obligé de commenter. Pour vrai, j'ai vraiment peur à un moment de me prendre des haters et puis juste de faire non, mais Mélania, c'est super. Moi, j'ai adoré les moments où il y avait les voitures. C'était plein de suspense. Bye bye.